et les bases, pour bien expliquer, donc il faut savoir qu'il s'agit ici de molécules qu'on appelle des ions en solution, c'est-à-dire ils se transforment en ions, ils deviennent des ions. Alors les ions en solution, ils peuvent être positifs ou bien négatifs. Et parmi les ions possibles, il y a des ions particuliers pour ce type de composé, ce sont les ions H+, c'est-à-dire les protons, et les ions hydroxyle OH-. Voilà, ce sont les ions principaux et qui jouent un rôle fondamental dans pas mal de réactions lorsqu'il y a des échanges de H+. Généralement, les échanges ils se font en milieu aqueux, c'est-à-dire en solution aqueuse. Et en solution aqueuse, nous pouvons avoir donc un composé qui donne H+ à un autre composé. Voilà, on commence par la définition des électrolytes. Parce que les acides et les bases, on les appelle aussi des électrolytes. Alors, les électrolytes, ils sont des espèces qui, en se dissociant dans l'eau, donnent une paire d'ions, c'est-à-dire un couple d'ions, un cation et un anion. Ce type de dissociation dans l'eau donne lieu à une solution aqueuse, composée du solvant, qui est l'eau, et d'un soluté, qui est l'électrolyte. Voilà, quand on parle donc généralement d'une solution, quand on dit solution, la solution elle est composée d'un solvant et d'un soluté. Le solvant, c'est l'eau, le soluté, c'est l'électrolyte, c'est-à-dire le sel qui est dissous dans l'eau. Donc l'électrolyte est considéré comme un bon conducteur. Voilà, ça c'est sa particularité. Les acides et les bases sont des électrolytes, car en solution aqueuse, c'est-à-dire dans l'eau, ils se dissocient en donnant naissance à des ions positifs et négatifs. Voilà, donc tout composé qui se dissocie pour donner des cations et des anions, on l'appelle électrolyte. C'est pour ça que les acides et les bases sont appelés aussi des électrolytes. On distingue les électrolytes forts et les électrolytes faibles, selon que la dissociation est totale ou incomplète. Donc, quand on dit électrolyte fort, c'est-à-dire qu'il se dissocie totalement. Quand on dit électrolyte faible, c'est-à-dire qu'il se dissocie partiellement, c'est-à-dire une réaction incomplète. Par exemple, un électrolyte fort, voilà, par exemple, une molécule composée donc d'un atome central et de deux atomes attachés. Quand il y a une réaction totale, comme celle-là, un aller sans retour, dissociation totale, on obtient par exemple un cation, on obtient des anions. Donc, il y a eu dissociation. On obtient des cations et des anions, ça veut dire qu'il s'agit là d'une dissociation totale. Donc, le composé est un électrolyte fort. Il est fort parce qu'il s'est dissocié totalement. Si on prend maintenant un autre exemple d'un électrolyte faible. Un électrolyte faible, un composé qui va se dissocier, mais une dissociation incomplète. C'est-à-dire qu'il va y avoir un aller et puis un retour. Un retour, c'est-à-dire les produits, ils vont redonner les réactifs. Et les produits, ce sont un cation et un anion. Donc, c'est bien un électrolyte. C'est un électrolyte, effectivement, parce qu'il a donné un anion et un cation, mais il est faible parce que l'anion et le cation ils se sont associés pour redonner le composé. Donc, quand il y a réaction réversible, il est faible. Quand la réaction n'est pas réversible, il est fort. La même chose pour les acides et les bases. Alors, pour les acides et les bases, en fait, il y a trois définitions et qui sont chronologiques. C'est-à-dire, on va commencer par la première des définitions historiques de l'acide et de la base, et puis on va remonter dans le temps pour retrouver la définition actuelle. Alors, d'après Arrhenius, l'acide est une espèce qui libère les protons dans l'eau. Donc, vous connaissez. Tout composé qui est capable de libérer des H+, on l'appelle acide. La base est une espèce qui libère des hydroxydes, OH-. Ça, c'est selon Arrhenius. Selon la définition d'Arrhenius, la base est celle qui libère OH-. On verra plus tard, cette définition elle va être complétée par celle de Bronsted puis de Lewis. Maintenant, quelques exemples pour l'acide. Selon Arrhenius, un acide, on a dit, libère les protons. Par exemple, HCl, oui, il libère. Il devient H+, et L-. CH3COH aussi est un acide parce qu'il libère le H+. La base est une espèce qui libère des hydroxydes. L'exemple, NaOH. Exemple, MgOH2. Ce sont des molécules qui peuvent libérer OH-. Donc, ce sont des bases selon Arrhenius.
Il y a eu par la suite une définition un peu plus large, et c'est celle de Bronsted-Lowry. Selon cette définition, un acide est une espèce susceptible de céder un proton à une autre espèce. Donc, il y a un échange aussi de protons, H+, comme la définition d'Arrhenius. Une base, mais cette fois-ci, c'est une espèce susceptible de capter le proton. Voilà, contrairement à ce que ça a été avancé par Arrhenius. Ici, une espèce susceptible de capter le proton, c'est-à-dire elle peut être aussi OH-, parce que OH- aussi capte le proton. Et ça peut être un autre composé qui n'est pas OH-, qui est capable de capter le proton. Voilà, exemple. Comme Arrhenius HCl est un acide parce capable de libérer H+, CH3COH est un acide aussi parce capable de libérer H+, etc. Avec d'autres exemples. Une espèce qui est capable de capter le proton, prenez par exemple un H3. Un H3, il peut capter le proton, il devient un H4+, donc c'est une base. Carbonate, CaCO3 2- peut capter un proton, il devient HCO3-. Il peut encore capter un autre, il devient H2CO3. Et donc c'est une base puisque capable de capter des protons. Voilà, ça c'est une définition selon Bronsted. Je rajoute, si je vous donne par exemple OH-, OH- c'est une base parce qu'elle peut capter également un proton. Enfin, la dernière définition, c'est celle de Lewis. Lewis dit qu'un acide est toute espèce pouvant accepter un doublet électronique libre. Voilà, c'est autre chose. C'est-à-dire, si vous vous rappelez bien, c'est selon les diagrammes de Lewis qu'on avait l'habitude de dessiner dans le premier semestre. Un composé, quand vous le dessinez, vous allez faire apparaître soit un doublet non liant, soit une case vide. Eh bien, tout composé qui a une case vide, c'est-à-dire capable de capter un doublet, est un acide. Tout composé qui est il y a un doublet électronique libre, disponible et considéré comme une base. C'est ça la définition. BF3 est considéré comme un acide de Lewis. C'est un acide particulier. Pourquoi? Parce qu'il possède une case vide dans le diagramme. Ag+, aussi possède des cases vides. Il est chargé positivement. Donc, il est considéré comme un acide de Lewis. Contrairement aux acides, les bases, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'ils possèdent des doublets. Par exemple, H2O. Dans l'oxygène, il y a des doublets sur l'oxygène. Donc, l'eau, selon Lewis, est considérée comme une base parce qu'elle peut capter un proton ou un doublet ou une case vide de H+, et elle devient H3O+. La même chose, PCl3, il a un doublet, il peut donc le donner à une case vide, s'associer avec BF3 ou s'associer avec Ag+, etc. Et ça nous donne un acide ou une base de Lewis. Donc, la définition acide ou base de Lewis, elle a d'autres applications, pas seulement celles qu'on a, nous, l'habitude de faire en solution aqueuse. Pour nous, le plus commun, c'est d'utiliser la définition de Bronsted, et du moins aussi celle de Arrhenius. C'est-à-dire, généralement, nous, on va adopter cette définition où un acide capable de libérer un proton, une base capable de capter un proton. Voilà, maintenant, on va parler des forces des acides et des bases. On a fini avec les définitions. On sait maintenant comment définir un acide et une base. On sait comment définir un électrolyte. Parlons maintenant des forces. La force d'un acide est caractérisée généralement par la réaction qu'il fait, soit une réaction totale, soit une réaction réversible. Voilà, c'est ça la véritable définition de la force. Donc, un acide fort est un acide totalement dissocié dans l'eau, alors qu'un acide faible ne se dissocie que partiellement. Donc, vous voyez, donc c'est ça la véritable force de l'acide. Quand vous voyez un acide, lorsque vous voyez sa réaction dans l'eau, si vous regardez la réaction et vous constatez qu'elle est totale, c'est-à-dire qu'il ne reste plus d'acide, tout est dissocié, vous dites qu'il est fort. Quand il reste une quantité d'acide, c'est pas la totalité qui s'est dissociée, vous dites qu'il est faible. Et puis avec ça, avec le temps, nous avons constaté qu'on a connu des structures de composés qui sont devenus pour nous acides communs. Par exemple, les acides organiques, ils sont considérés comme faibles parce qu'ils se dissocient partiellement. Alors, généralement, les acides forts. Je vous donne des exemples. Généralement, c'est les acides minéraux, mais pas tous. Pas tous les acides minéraux. Quelques-uns seulement sont des acides forts. Il y a HCl, regardez, réaction totale, il donne Cl- plus H3+. Il y a HNO3 qui réagit totalement pour donner NO3- et H3+. Donc, ce sont des acides forts.
Il y a aussi H2SO4 est un acide fort. Il y a HClO4, c'est un acide fort. Donc, il y a vraiment quelques-uns, 4 ou 5 acides forts que vous devez retenir. C'est tout. Ceux que vous avez l'habitude de connaître, HCl, HNO3, H2SO4, HClO4, voilà, ça, c'est les acides forts. Sinon, tout le reste, à part ces 4 ou 5 que je viens de citer, tout le reste, ce sont des acides faibles. Par exemple, un acide organique, carboxylique. Tous les acides carboxyliques sont des acides faibles. HCOH, dans l'eau, regardez la réaction, elle est réversible. Il y a un aller et un retour. C'est-à-dire, l'acide, il donne une base, et la base, elle va se recombiner avec H3+, pour redonner l'acide. Donc, la réaction n'est pas totale, ça veut dire qu'il est faible. Un autre exemple, HCN. HCN, l'acide cyanhydrique, dans l'eau, il ne réagit pas totalement. Une partie se transforme en CN-3+, et une partie reste sous forme HCN. Quand il s'agit d'un acide faible, c'est-à-dire que la base CN-, on l'appelle une base conjuguée. Pourquoi on l'appelle une base conjuguée? Parce qu'elle peut jouer le rôle d'une base, parce qu'il y a réaction inverse. Vous prenez HCO-, il est considéré comme une base. Vous pouvez regarder ça comme une réaction, parce que HCO- peut réagir avec H3+, et il vous donne HCOH. Donc, on peut parler des couples acides et bases conjugués. Et on peut parler seulement pour les composés qui se dissocient partiellement. C'est-à-dire, les acides et bases conjuguées n'existent pas pour les acides forts. Ça n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de réaction inverse. Cl-, ce n'est pas une base conjuguée. Parce que si c'était une base conjuguée, elle aurait réagi comme une base. C'est-à-dire, elle aurait pris H3+, pour redonner HCl. Elle ne l'a pas fait, donc ce n'est pas une base conjuguée. La même chose pour un autre endroit. La base conjuguée, c'est HCO-, c'est Cn-, etc. Par exemple, donc les couples HCN, Cn-, voilà, ce sont des couples acide-base conjugués. Parce que HCN, il donne Cn-, et Cn-, il donne HCl. Un autre couple, HCOH, HCO-. Oui, regardez. HCOH, c'est un acide. HCO-, c'est sa base conjuguée. Pourquoi c'est sa base conjuguée? Parce qu'elle peut nous donner l'acide à partir de la capture de H3+. Enfin, il y a un autre couple aussi. C'est H3O+, H2O. Effectivement, H3O+, il peut donner H2O, mais H2O aussi peut donner H3O+, dans les deux réactions ici. Ce n'est pas le cas pour l'acide fort. H3O+, ici, ne peut pas donner H2O ici, parce qu'il n'y a pas de réaction inverse. Voilà, donc, on parle ici d'acide et base conjuguées seulement pour les électrolytes faibles. Donc, retenez bien ça. Voilà, je vous ai donné quelques exemples d'acides d'acides forts et acides faibles. Ce sera la même définition pour les bases. Il s'agira d'une réaction totale ou partielle. Une base forte est une base qui libère OH-. Voilà, là c'est mieux encore. Toutes les bases qui libèrent OH- sont considérées comme des bases fortes faisant des réactions totales. Les bases faibles sont les bases qui fixent les protons. Donc pour vous, si je vous donne une molécule quelconque, vous pouvez savoir si c'est une base forte ou une base faible. Je vous ai donné la définition. Je vous ai dit la base forte, c'est celle qui libère OH-, c'est-à-dire elle a la forme MOH, par exemple NaOH, par exemple KOH, CaOH2, MgOH2, AlOH3. Là où il y a OH, libération de OH, c'est une base forte. Lorsqu'il n'y a pas de OH-, la base elle est considérée comme faible. Par exemple, les bases fortes, prenez un NaOH. Dans l'eau, un NaOH se dissocie pour donner un Na+, donc dissocié AQ, plus OH-. Regardez, la réaction elle est totale. La même chose pour une dibase. CaOH2 vous donne 2OH- plus Ca2+, la réaction elle est aussi totale. Il n'y a pas de réaction inverse. Donc, toutes les bases qui contiennent OH, qui libèrent OH, sont des bases fortes. Les bases faibles, vous avez les amines en général. Les amines, l'azote. Chaque fois que vous avez une fonction amine, elle est considérée comme une base faible. L'amine, puisqu'il y a un doublet, peut capter H+ de H2O pour donner CH3NH3+, plus OH-. Pas seulement CH3NH2, vous pouvez prendre l'ammoniac, plus H2O vous donne un H4+, plus OH-. Donc voilà, on retient à partir de cette diapo, on retient que généralement les amines sont des bases faibles, et généralement les bases hydroxyles sont les bases fortes. Là aussi, on peut parler donc des couples acide-base conjugués. Pourquoi?
parce qu'on peut parler seulement pour les électrolytes faibles. Ici, en bleu, il va y avoir des acides et bases conjuguées. Par exemple, un H4 plus un H3. Un H4 plus est un acide, un H3, ce sont des acides et bases conjuguées. Vous prenez par exemple CH3, un H3 plus et un CH3, un H2, c'est un couple acide et base conjuguée. Et enfin, vous pouvez prendre le couple H2O avec OH- est également un couple acide-base conjuguée parce que l'un va vous redonner l'autre. Voilà, donc je vous ai donc indiqué la caractéristique d'un acide faible et d'un acide fort, d'une base faible et d'une base forte. Maintenant, l'autoprotolyse de l'eau. L'eau, elle est particulière parce que l'eau est un composé qui est appelé amphotère car il se comporte comme à la fois acide et à la fois comme une base. Acide lorsqu'elle est devant une base et base lorsqu'elle est devant un acide. Quelle est la réaction d'autodissociation de l'eau? Eh bien, vous prenez l'eau, H2O peut réagir avec elle-même pour donner H3+ et OH-, c'est-à-dire H2O donne H3+, en captant le proton, et l'autre H2O en même temps libère le proton que le premier a capté pour se transformer en OH-. Donc, c'est un équilibre, regardez. Donc, la réaction n'est pas totale. Puisque c'est un équilibre, il va y avoir alors une constante d'équilibre. Ça, la caractéristique d'un équilibre. Quand il y a une constante d'un équilibre. Donc, la constante d'équilibre, c'est comme d'habitude, comme on l'a vu dans le chapitre précédent, on peut l'écrire, c'est le rapport des produits sur les réactifs. Donc, le rapport des concentrations des produits sur les réactifs, je l'ai écrit. Là, j'écris H2O. Pourquoi? Parce que ici, H2O, on ne parle pas du solvant, on parle de H2O, de la molécule qui réagit. Mais vous allez voir comment on peut l'éliminer ici. Voilà comment on écrit la constante de l'équilibre. Si maintenant, on peut parler de la constante d'autodissociation de l'eau, elle devient, puisque l'eau est considérée comme solvant, donc l'eau est constante. Vous pouvez ramener H2O avec K, regardez, et vous l'appelez KE. KE, ça va être K fois H2O au carré. Et ça, c'est la constante d'autodissociation de l'eau. C'est ça ce qui est constant. Alors, donc est égal H3 plus fois OH. Il se trouve que cette constante, elle est connue. Elle est égale à 10 puissance moins 14 à 25 degrés. Donc la constante H3 plus fois OH-, elle est donc connue. Pour l'eau, elle est égale à 10 puissance moins 14. La voilà. Et donc, on peut écrire que pH plus pOH égale 14. Comment je l'ai su? Parce que j'ai remplacé, j'ai mis le logarithme décimal ici et là. Donc, logarithme 10 puissance moins 14 est égal à moins 14. Si vous mettez moins, vous trouvez 14, vous faites la même chose ici. Moins log H3+, on l'appelle pH, et moins log OH-, on l'appelle pOH. pH plus pOH égale 14. Dans un milieu neutre, on aura donc H3+ fois OH- égale racine de KE 10 puissance moins 7. Oui, effectivement, puisque vous avez le produit. Regardez, si OH- par exemple égale H3+, vous remplacez H3+ fois H3+. Donc H3+ au carré égale 10 puissance moins 14. Donc H3+ est égal, racine de 10 puissance moins 14 est égal à 10 puissance moins 7. Et c'est pour ça que si vous faites moins le logarithme, vous trouvez 7. Et moins le logarithme H3+, vous trouvez pH. Ça veut dire que pH égale à 7 lorsque le milieu il est neutre. Voilà comment parler de l'autoprotolyse de l'eau. Nous avons appris ici une nouvelle constante, celle de l'autodissociation de l'eau. La constante d'équilibre caractérise aussi les réactions réversibles des acides et des bases. Regardez, même pour un acide faible de type HA quelconque, on obtient dans l'eau A- plus H3+. Pour cet équilibre, la loi d'action de masse, elle donne, c'est-à-dire la loi d'action de masse, la constante d'équilibre, comment l'écrire ici? C'est le rapport des concentrations des produits sur les réactifs. Voilà. Comme tout à l'heure, on va considérer que l'eau est un solvant, donc on va le ramener avec K. On va appeler la nouvelle constante, on va l'appeler Ka. Regardez, l'eau comme solvant est en excès par rapport aux autres constituants. Sa concentration reste constante. On peut alors écrire Ka est égal à K fois H2O, que j'ai ramené ici, et je simplifie l'équation 1 moins fois H3 plus sur H1. Voilà l'écriture de Ka. Regardez, il n'y a pas de H2O ici. Ka est la constante d'acidité caractéristique du couple HA
à moins. Avec, si vous mettez pKa, pKa est égal à moins log Ka. Comme on a fait pour pH égale moins log H, 3 plus. La même chose pour la base faible. Pour la base faible, si on l'appelle B, dans l'eau, elle va vous donner pH plus OH moins. Elle capte le H+, d'après la définition que nous avons vue. Voilà, c'est ça la définition d'une base faible. Elle capte le H+. Ce n'est pas celle qui libère OH. D'accord? Ça, c'est H2O qui a produit OH. La constante d'équilibre s'exprime de la même manière. Comment exprimer la constante d'équilibre? C'est le rapport des produits sur les réactifs. Vous avez vu? On considère aussi la constante de basicité Kb. Elle s'obtient lorsque vous considérez que H2O est constant, fois K, ça vous donnera Kb. Donc Kb est égal à K fois H2O. Je l'ai ramené ici. Ça vous donne BH plus fois OH moins sur B. Donc voilà l'expression de Kb, la constante de basicité. Et de même, on aura alors PKB égale moins log Kb. Donc vous pouvez parler de pKa quand vous pouvez parler de PKB. Alors il faut savoir qu'un composé est d'autant plus acide que sa constante d'acidité Ka est élevée, c'est-à-dire pKa faible. C'est-à-dire la valeur de pKa peut vous indiquer si l'acide il est plus fort qu'un autre ou bien plus faible. Par exemple, je vous donne ce tableau. Regardez, vous avez pour chaque acide sa base conjuguée, HF avec F-, HCOH avec HCO-, CH3COH, CH3CO-, H2S, HS-, HCN, CN-, HS-, S2. Pour chaque couple, je vous donne le pKa. Remarquez ici, les valeurs de pKa. Il faut savoir que plus le pKa il est faible, plus l'acide il est fort et sa base conjuguée elle est faible. Et l'inverse, plus le pKa il est élevé, l'acide il est considéré comme faible. Voilà, en général, l'acidité elle augmente dans ce sens, avec la diminution du pKa. Donc si je vous donne deux acides, vous comparez leur pKa. Celui qui a le pKa le plus petit, il sera le plus fort parmi les deux. Voilà. pKa diminue, acidité augmente. Donc là, il faut la retenir. Je peux vous dire la même chose pour les bases. pKb diminue, basicité augmente. pKb augmente, basicité diminue. Ça, vous pouvez faire ces conclusions à partir de pKa et de Ka. Donc, on peut dire l'inverse pour le Ka, puisque nous savons que pKa, c'est moins log Ka. Lorsque pKa diminue, eh bien, le Ka augmente. Et lorsque Ka augmente, l'acidité augmente. Il suffit donc de raisonner par rapport au pKa. Allez, maintenant, on va passer au calcul des concentrations. Est-ce que vous savez calculer les concentrations? Les concentrations en solution aqueuse. La concentration est généralement exprimée en molarité, en général, en mol par litre. Lorsqu'elle est exprimée en normalité, elle indique la concentration en proton ou en hydroxyle échangé. C'est-à-dire, outre la molarité, on peut aussi l'exprimer en normalité. C'est valable. Il y a une relation entre la molarité et la normalité. La molarité, elle vous indique le nombre de moles de l'acide par litre. Mais la normalité, elle vous indique le nombre de moles de H+, pas de l'acide, de H+, par litre. Et la normalité est égale à la molarité fois P. Que veut dire P? P veut dire le nombre de H+, ou de OH- susceptibles d'être échangés. C'est-à-dire, si un acide il ne contient qu'un seul H+, regardez, la normalité, elle est égale molarité fois 1. Donc, normalité égale molarité. Si un acide, il est diacide, c'est-à-dire il libère 2 H+, cette fois-ci, la normalité n'est pas égale à la molarité. Donc, la normalité vous indique le nombre de moles de H+, et la molarité vous indique le nombre de moles de l'acide. Exemple. Regardez bien cet exemple. Calculez la molarité, puis la normalité d'une solution de 200 ml d'eau contenant 4 g de NaOH. NaOH, la masse molaire égale 40 g par mol. Est-ce qu'on peut calculer la molarité? La molarité, ça veut dire mol. Ça veut dire mol de NaOH. On peut calculer mol de NaOH par rapport à la masse et la masse molaire. Regardez, la concentration est égale au nombre de moles sur le volume. Mol par litre, c'est ça la molarité.
Le nombre de moles, c'est la masse sur la masse molaire. Est égal donc la masse 4 divisé par la masse molaire 40 divisé par le volume en litres 0,2. 200 millilitres, c'est 0,2 litres. Donc vous trouvez 0,5 mol par litre. Mais comme un AOH ne libère qu'un seul OH, donc la molarité, elle est égale à la normalité. Quelle est la molarité de OH-? Combien un AOH libère de OH? Combien de moles d'un AOH libère de moles de OH? 0,5 mol d'un AOH libère 0,5 mol de OH. Donc, la molarité, elle est égale aussi à 0,5 N. Parce que P est égal à combien? Est égal à 1. P, je vous ai dit, c'est le nombre de OH-. Il y a combien de OH- dans un AOH? Il y a un seul. Donc, multipliez la molarité fois 1. Donc, 0,5 fois 1 est égal à 0,5. Voilà, c'est ça. D'autres exemples, prenez H2SO4. Si H2SO4, par exemple, je vous donne une valeur égale à 0,2, molarité égale 0,2. Elle est égale à 0,4 N. Pourquoi elle est égale à 0,4 N? Pourquoi? Parce que la molarité 0,2, je l'ai multipliée par 2. Pourquoi je l'ai multipliée par 2? Parce qu'il y a 2 H. Si vous multipliez la molarité fois 2, parce qu'il y a 2 H, vous trouvez la normalité 0,4. Allez, pour CaOH2, si par exemple CaOH2 est égal à 0,5 N, 0,5 N, c'est la normalité. La normalité est égale à quoi? À la molarité fois P. Donc la molarité, elle est égale à la normalité sur P. Donc 0,5 divisé par 2 OH, 0,5 divisé par 2 vous donne 0,25. Voilà. La molarité, c'est l'inverse de la normalité. S plutôt, c'est la normalité divisée par le nombre de protons, ou H-. Et la normalité, c'est le nombre de protons fois 2. Prenons CH3 et NH2. Comment vous allez faire? CH3 et NH2, c'est une base. On va pas voir si elle libère les protons. Non, une base, elle capte. Combien CH3 et NH2 peut capter de protons? CH3 et NH2, elle peut capter un seul proton. Donc P est égal à 1. Donc la normalité est égale à la molarité. 0,1 M est égal à 0,1. Voilà, donc c'est très facile de exprimer la molarité ou la normalité. Grosso modo, la molarité, c'est le nombre de moles de la molécule tout entière. La normalité, c'est le nombre de moles de H+, ou de H-, captés ou libérés. On va voir d'autres exemples plus tard. Passons maintenant à la dilution. La concentration dans une solution donnée diminue après addition de l'eau. C'est le phénomène de dilution. On dit qu'il y a dilution lorsqu'on ajoute de l'eau à une solution. Quand vous ajoutez de l'eau à une solution, vous faites une dilution. Qu'est-ce qui va se passer? C'est la concentration qui va diminuer. Parce que le même nombre de moles, il va se retrouver dans un volume plus grand. Exemple. Allez, regardez bien cet exemple. À une solution de 200 ml de HCl, à la concentration de 0,5 M, on ajoute 200 ml d'eau. Regardez, le volume initial était 200 ml de HCl, il devient 200 ml, plus on lui ajoute 200 ml d'eau, il deviendra donc 400 ml. 0,5 mol par litre, elle deviendra combien? Que devient la nouvelle concentration? C'est facile, on va calculer. Le nombre de moles de HCl étant inchangé, oui, effectivement, le nombre de moles ne change pas. C'est la concentration qui change. C'est-à-dire, comme si que la masse, comme si on parle de la masse de HCl ne va pas changer parce qu'on n'a pas ajouté HCl. On a ajouté de l'eau. C'est l'eau qui a changé. On peut écrire l'équation de dilution. C initial fois V initial égale à C final fois V final. Retenez bien cette équation. C'est-à-dire le nombre de moles initial de l'acide, il est inchangé, est égal au nombre de moles final de l'acide, de HCl. Parce que HCl, ce n'est pas lui qui a été additionné, c'est l'eau qui a été additionnée. Voilà l'équation de dilution, je l'ai encadrée. Retenez-la bien. Sachant que le volume final représente le volume total initial plus ajouté, on trouve la concentration finale. Volume final donc est égal à 400. 0,2 plus 0,2. 0,5 c'est la concentration initiale et 0,2 là c'est la concentration initiale. C final égale C initial fois V initial sur V final. On trouve donc 0,25 mol par litre. La concentration finale a été réduite de 2 fois car le volume a augmenté de 2 fois. Et ça aussi, on peut
on peut faire sans calculer. On remarque seulement, on observe que si le volume il augmente, il passe de 200 à 400, ça veut dire que la concentration elle doit diminuer de moitié. Si le volume il double, la concentration elle est réduite de moitié. Le volume il passe de 200 à 400, la concentration elle passe de moitié de 0,5 à 0,25. Effectivement. Alors, la loi d'Oswald. Dans le cas des électrolytes faibles, la dissociation est incomplète. Oui, ça on l'a vu tout à l'heure. On dit qu'un acide ou une base, elle est faible lorsque la réaction n'est pas totale, elle est incomplète. L'équilibre devient réversible, c'est-à-dire il va y avoir une constante d'équilibre. Eh bien, d'après la loi d'Oswald, à dilution infinie, la concentration tend vers zéro et la dissociation augmente. Plus vous diluez, voilà ce qui est dit, plus vous diluez, plus vous ajoutez de l'eau, l'acide il va encore se dissocier plus. C'est-à-dire la réaction deviendra presque totale. Ça, c'est la loi d'Oswald. Et on va le démontrer. Le coefficient de dissociation, vous pouvez le retrouver, est égal alpha égale racine Ka sur C. Après, on va faire des exemples. Je vous montre comment le calculer. C'est facile. Parce que lorsque vous écrivez une réaction, les réactifs donnent des produits. Vous pouvez commencer par C0 et à la fin, vous allez avoir que C0 n'est pas égal à 0 à la fin. Il va y avoir C0 moins alpha. Moins alpha C0. Donc, on aura produit alpha C0. Donc, vous exprimez Ka, vous allez trouver que alpha égale racine de Ka sur C0. Voilà comment on calcule le coefficient de dissociation. C'est facile à démontrer. Je vais vous le faire tout à l'heure dans l'exercice. Lorsque C0 diminue, alpha augmente et tend vers 1. Effectivement, regardez, puisque K est constant, regardez ce rapport-là. Vous voulez voir comment alpha il change, le coefficient de dissociation, pour savoir est-ce que ça se dissocie ou non. Lorsque vous diminuez la concentration en faisant les dilutions, C0 il diminue. Le rapport, il va augmenter. Et donc, alpha, il augmente, il va tendre vers son maximum. Et le maximum de alpha, c'est 1. Et lorsque alpha égale à 1, vous savez qu'est-ce que ça veut dire? C'est une réaction totale. Un acide faible, donc très dilué, peut ainsi se comporter comme un acide fort. C'est pas qu'il devient un acide fort, non, il se comporte comme un acide fort, puisqu'il va faire une réaction totale. De même pour la base. Un exemple, calculez le coefficient de dissociation alpha. Voilà, je vais vous montrer comment on calcule alpha. Pour un acide HF, je vous donne le pKa, 3,17, de concentration 10 puissance moins 1 mol par litre, puis on va le diluer 100 fois. Voilà. Donc vous avez deux calculs à faire. On va calculer alpha avant de diluer et alpha après avoir dilué 100 fois, pour voir est-ce qu'il va augmenter ou bien diminuer. Alors réponse. Voilà, avant dilution, on calcule, on applique cette formule que je vous ai donnée. Alpha égale racine de Ka sur C. Regardez. Alpha égale racine de Ka sur C. Mais qu'est-ce que ça veut dire Ka? Je vous ai dit tout à l'heure que Ka est égal que pKa égale moins log Ka. Puisque pKa égale moins log Ka, donc Ka égale 10 puissance moins pK. Donc je remplace 10 puissance moins 3,17 sur 10 puissance moins 1, c'est la concentration. Égale 0,082. Voilà. J'avais toutes les valeurs. Vous avez vu que c'est facile de trouver alpha. Donc, il y a combien de dissociations ici? Il y a 8,2% dissociés. 8,2% dissociés, ça veut dire plus de 91% non dissociés. Ça exprime que l'acide il est vraiment faible. Qu'est-ce qui va se passer lorsqu'on va le diluer? Après dilution, on va faire le même calcul, alpha prime. Racine de Ka sur C. Mais Ka, il ne change pas. Ka, c'est la constante, toujours 10 puissance moins 3,17. Ce qui va changer, c'est la concentration. La concentration, lorsque vous la diluez 100 fois, ça veut dire qu'elle va diminuer de 100 fois, comme on a vu tout à l'heure, 2 fois, dans l'exemple. Quand on dilue 2 fois, la concentration, elle va diviser par 2. Quand on dilue de 100 fois, elle va diviser par 100. Quand on dilue de 10 fois, elle va diviser par 10. Donc la nouvelle concentration, 10 puissance moins 1 sur 100. Le nouveau coefficient de dissociation égale 0,82. Regardez, il s'approche de 1. Il s'approche de 1.
plus de 82% de dissociation. La réaction, elle est euh, plus va vers la réaction totale qu'elle va vers la réaction réversible. Vous voyez? Donc, on peut augmenter la dissociation en faisant quoi? En faisant une dilution. C'est ça la loi d'Osborn, tout simplement. D'après les résultats, on voit que lorsque la concentration diminue, alpha, il augmente. Implique, ça c'est implique. Alpha augmente. Allez, la dernière partie, c'est le calcul du pH. Et on va voir des exemples. Calcul du pH. Qu'est-ce que veut dire pH? Voilà, je vous donne par exemple une échelle ici de pH de 0 à 14. Alors, dans cette échelle de pH, il faut savoir que le pH exprime le taux d'acidité ou de basicité d'une solution. Pour savoir si une solution elle est très acide ou bien vraiment basique, il suffit de connaître sa valeur de pH. Le pH, il appartient à l'intervalle 0 jusqu'à 14. Généralement, la solution elle est dite acide lorsque le pH il est inférieur à 7. Et toutes les valeurs inférieures à 7, ce sont des acides. Toutes les valeurs supérieures à 7 sont des solutions basiques. À pH égale à 7, on dit que nous sommes dans une solution neutre. Et tout à l'heure, on a vu, neutre, ça veut dire que la concentration de l'espèce H3+ est égale à OH-. Voilà pourquoi le pH égale à 7. Et lorsque, plutôt, c'est OH- qui prédomine, c'est la base qui prédomine. Lorsque c'est H3+ qui prédomine, H3+ est plus grand, la solution elle est plus acide. Donc, lorsque H3+ est plus grand, c'est l'acide. Lorsque c'est OH- qui est plus grand, c'est la base. Lorsqu'il y a égalité, c'est neutre. Voilà quelques exemples. Prenez par exemple les détergents, près pH 10. L'huile d'olive, pH 9. L'eau de mer, pH compris entre 7 et 8,3. Le sang humain, c'est 7,4. Le lait, pH égale 6,4. L'eau de pluie non polluée est égale à 5,6. L'eau de pluie. Sauce tomate, c'est 4,5. Les acides gastriques dans l'estomac, c'est entre 1 et 3, etc. Voilà. Voilà donc une échelle de pH caractéristique. L'établissement des équations de calcul du pH se fera en fonction de la nature de la dissociation totale au procès de l'acide ou de la base. Voilà, maintenant je vais vous donner donc les expressions. Combien d'équations il va y avoir pour calculer le pH d'un acide ou d'une base? Il va y avoir 4 formules. Pourquoi 4? Parce qu'il va y avoir une formule pour un acide fort, une formule pour un acide faible, une formule pour une base forte et une formule pour une base faible. D'accord? Voilà, je vais vous donner directement les formules et je vais vous donner tout à l'heure un enregistrement qui va vous montrer comment démontrer. Un acide fort, par exemple, l'équation du pH, c'est moins log C0. C'est-à-dire, dès que vous connaissez la concentration, pour un acide fort, directement, vous pouvez connaître le pH. Par exemple, si la concentration égale 10 puissance moins 1, eh bien, moins log 10 puissance moins 1 égale à 1, c'est le pH égale à 1. Exemple, voilà les acides forts les plus communs que vous devez retenir. HCl, HNO3, H2SO4, HClO4. Retenez bien les acides forts. À part cela, pour vous, c'est les seuls acides forts que vous devez connaître. Voilà, pour vous. D'accord? Donc, s'il y a un autre acide à part ces quatre-là, il n'est pas fort. Vous le considérez comme acide. Donc, pour HCl, HNO3, H2SO4, HClO4, voilà l'équation qui permet de calculer le pH. Dès que vous avez la concentration, vous avez le pH. Voilà, l'esprit de sel, par exemple, l'esprit de sel, c'est connu, c'est de l'acide chlorhydrique concentré. C'est un acide fort. Voilà, je vous ai donné l'équation du pH d'un acide fort. Vous pouvez le calculer et vous connaissez quels sont les acides forts. Maintenant, les bases fortes. Les bases fortes, je vous ai dit tout à l'heure comment les reconnaître. Les bases fortes, ce sont les bases qui libèrent les OH-. La formule à retenir, c'est 14 plus log de C. Donc là aussi, si vous connaissez C, vous connaissez le pH. Par exemple, si vous avez une concentration d'une base forte égale 10 puissance moins 1. Logarithme 10 puissance moins 1, c'est moins 1. 14 moins 1, ça fait 13. Donc pH égale à 13. Quelques bases fortes, NaOH, KOH,
c'est AOH2, AOH3. Qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez que les bases fortes sont les bases qui libèrent les OH, selon Arrhenius. C'est ça les bases fortes. Donc une base qui ne libère pas OH-, c'est-à-dire qu'il capte H+, non, c'est pas une base forte. Donc normalement, jusqu'ici, chacun de vous distingue facilement un acide fort d'un acide faible. Une base forte, une base faible. Vous devez être capable de savoir quelles sont les bases fortes et quels sont les acides forts. Si vous les connaissez, si je vous les donne, je vous donne alors l'équation. Donc, si vous avez à calculer le pH de KOH, n'hésitez pas, c'est ça la formule. Si vous voulez calculer le pH de H2SO4, c'est ça la formule. D'accord? Voilà. Déboucheur, par exemple, c'est une base forte. Dans les canalisations, on l'utilise très souvent. Voilà, on a vu donc un acide fort et, et une base forte. Normalement, maintenant, chacun de vous doit distinguer entre les deux. Maintenant, un acide faible, voilà sa formule. Vous remarquez dans la formule de l'acide faible, il y a le pK. C'est normal qu'il y a le pK parce on a dit acide faible, donc il y a un équilibre dans la dissociation, elle n'est pas totale. S'il y a un équilibre, ça veut dire qu'il y a une constante d'équilibre. Et la constante d'équilibre pK. Voilà pourquoi dans la formule que vous devez retenir, un demi pK moins log de C, c'est ça la formule d'un acide faible, parce qu'il y a le pK. Là aussi, si vous connaissez la concentration, vous connaissez le pK, vous devez connaître le pH. Vous me dites quels sont les acides faibles, on ne les connaît pas. Si vous les connaissez, tous les acides qui libèrent les protons, à part ceux que je vous ai donnés tout à l'heure, les acides forts, à part ceux-là, tous c'est des acides faibles. Exemple, HCOH est un acide faible. HF, malgré que ce n'est pas un acide organique, H3PO4, H2S sont tous des acides faibles. Tous les acides organiques sont des acides faibles. Quelques acides minéraux aussi sont des acides faibles. Donc, vous leur appliquez cette formule-là pour calculer le pH. Le jus de citron, donc, il est issu de l'acide citrique. L'acide citrique, c'est un acide carboxylique. C'est un acide alors faible. Enfin, il nous reste que les bases faibles. Les bases faibles, pour calculer, vous avez cette formule. C'est 1 demi 14 plus pKa plus log de C. Voilà, on a ajouté 14. Comme on l'a fait tout à l'heure, on a ajouté 14 pour la base forte par rapport à l'acide fort. Regardez la formule, il y a le pKa, c'est normal, parce qu'elle est faible, parce qu'il y a un équilibre, parce que la dissociation n'est pas totale, elle est partielle. Là aussi, les bases faibles sont toutes les bases, à part les bases qui libèrent OH. À part celles qui libèrent OH, toutes les bases sont faibles. Les amines, NH3, CH3NH2, CH3NH, CH3, etc. Et puis les bases conjuguées, par exemple les acides faibles, comme H3PO4, sa base conjuguée c'est PO4 3-, donc c'est une base faible. HF est un acide faible, sa base conjuguée, F- aussi c'est une base faible, etc. Alors le sang humain est considéré comme une base faible, son pH égale à 7,4. Voilà, donc je vous ai récapitulé ici les équations du pH en vert. Et vous savez quelles sont les espèces qui sont considérées comme acides ou bases, et comme faibles et comme forts. Quelques applications maintenant pour terminer. Alors, écrire les réactions de dissociation des acides et bases suivantes dans l'eau et donner les couples subconjugués. Par exemple, je vous donne ces 4 composés. Est-ce que vous êtes capable de savoir est-ce que c'est des acides ou des bases? Normalement, d'après ce qu'on a vu jusque-là, normalement, oui. Normalement, vous devez me dire que HNO3 est un acide. C'est un acide fort. Il libère H+, et je vous l'ai donné dans la liste des acides forts. Rappelez-vous, HCl, je reviens, HCl, HNO3, H2SO4, HCl. Vous voyez? Voilà, donc HNO3 est un acide fort. Donc vous allez savoir comment écrire la réaction. H2C2O4, c'est un acide, il libère les H+. Il ne fait pas partie de la liste des acides forts. En plus, il contient le carbone. Donc ici, il s'agit d'un acide faible. Il nous reste deux composés. KOH. Bon, KOH, c'est évident. Toutes les bases qui libèrent OH- sont des bases fortes. Et enfin, l'amine est une base. NH2, c'est une fonction amine. L'azote est une base qui est faible. Elle n'est pas forte, parce que pour qu'elle soit forte, il faut qu'elle soit de forme OH. Voilà, donc vous avez ici l'exemple d'un acide d'une base faible et forte.
écrivons les réactions. Allez, en majuscule, acide fort. HNO3, puisque c'est un acide fort, la réaction elle est totale, elle vous donne NO3- plus H3+. Réaction totale. Il n'y a pas ici de couple acide-base conjugué. Voilà, pas de couple. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de réaction inverse. Tout à l'heure, je vous ai dit. C'est-à-dire NO3- ce n'est pas une base. Parce que si c'était une base, elle aurait pris H3+, et réagir. Elle ne l'a pas fait. Donc la réaction, elle n'est pas réversible. Il n'y a que HNO3 qui réagit, donc il n'y a pas de couple acide-base conjugué. Un acide faible, j'écris petit a, petit f, l'acide faible. L'acide faible, c'est H2CO4. Dans l'eau, il va vous donner HC2O4-, il libère un seul H+, et le HC2O4- libère le deuxième H+, il vous donne C2O4-. Donc c'est un diacide faible. Il va y avoir un pKa1 et un pKa2. Il va y avoir aussi des couples acide-base conjugués. Le premier couple, c'est H2CO4 avec HC2O4-, le voilà. Le deuxième couple, c'est celui-là. Et le troisième couple qu'on voit ici, c'est H3+, H2O. Oui, H3+, il peut réagir pour redonner H2O. Comme c'est 2O4-, il peut capter H+, pour redonner, regardez la flèche, HC2O4. Donc on peut avoir les couples ici acide-base conjugués. La même chose pour la base forte. Nous avons ici le KOH est une base forte, donc la réaction est totale. Il y a dissociation de K+ et OH-. Pas de couple acide-base conjugué ici parce qu'il n'y a pas de réaction inverse. Et enfin, la base faible. La base faible, c'est C2H5NH2. C2H5NH2 dans l'eau, elle capte le proton. Regardez, NH2 capte un proton, capte H+, il devient NH3+. Et H2O capte, libère le H+, il devient OH-. Et la réaction, regardez, deux sens. Un sens aller, un sens retour. Ça veut dire qu'elle n'est pas totale. Il y a un équilibre. Il y a donc une constante d'équilibre. Il y a aussi les couples acide-base conjugués. Voilà les couples. Ça, c'est un acide. Ça, c'est une base. Voilà le couple acide-base conjugué. Alors, d'autres applications. Je vous donne un exemple. Écrire l'expression de la constante d'équilibre dans le cas de l'évolution réversible suivante. Puis calculer lorsque la concentration de HF égale 0,1 et pKa égale 3,2. Regardez, le fait que je vous donne pKa, ça veut dire que je vous ai donné une constante d'équilibre. Ça veut dire qu'il y a un équilibre. S'il y a un équilibre, ça veut dire que la réaction n'est pas totale. Et donc HF, c'est un acide faible. Ce n'est pas un acide fort, parce qu'un acide fort, il fait une réaction totale. Voilà, c'est un équilibre, parce qu'il y a une constante d'équilibre. Alors, le Ka, on l'exprime normalement, c'est le rapport des produits sur les réactifs. Ka égale F- fois H3+ sur HF, n'est-ce pas? Pour le même couple, il est permis d'écrire Kb par rapport à la base conjuguée F-. Comme on a fait pour Ka, on peut faire pour Kb puisqu'il y a la réaction inverse. Kb, il y a une relation que vous devez connaître. Ka fois Kb égale à Ke. Et donc, Kb égale Ke fois égale à 10 puissance moins 14 sur K. Donc, si vous connaissez Ka, vous pouvez déterminer Kb. C'est la même chose pour le pH et le pOH. pH plus pOH égale à 14. Eh bien, pKa plus pKb égale à 14. Donc, si vous avez pKa égale 3,2, vous pouvez déduire le pKb. Parce que pKa plus pKb égale à 14. On peut connaître la concentration de H3+ à partir du Ka, la concentration initiale. Regardez. À l'équilibre, on a H3+ égale F-. Oui, parce que HF il se dissocie de la même manière. Il donne autant de F- que H3+. La concentration de H3+ égale F-, n'est-ce pas? Donc vous pouvez écrire ici, au lieu d'écrire F- fois H3+, puisqu'il y a égalité, on peut écrire H3+ fois H3+. Aussi, puisque la réaction elle est très, très faiblement dissociée, et c'est généralement le cas, tous les acides faibles ils se dissocient très très faiblement. On peut considérer qu'à l'équilibre, il y a une approximation à faire. Vous pouvez dire que l'équilibre, la concentration de HF à l'équilibre, elle est presque égale à la concentration initiale HF, 0. Très faible dissociation. Si vous faites ça, vous remplacez ici. Regardez, j'ai remplacé le Ka F- fois H3+ sur HF. J'ai remplacé F- puisqu'il est égal à H3+, donc H3+ au carré. HF, on a dit, c'est presque égal à la concentration initiale, il ne change pas beaucoup.
Puisqu'on a HF0, le voilà 0,11, et on a le Ka, le voilà, pK égale 3,2, on peut déduire H3O+. Donc, H3O+ égale racine de Ka fois H3, fois HF0. On sait que pKa égale moins log Ka, oui, implique Ka égale 10 puissance moins pKa. Je remplace H3O+ égale 10 puissance moins pKa, donc voilà, 3,2, fois 0,1, égale 7,9 10 puissance moins 3. Regardez, j'ai trouvé H3O+. Vous savez, si on trouve H3O+, indirectement, on a trouvé le pH. Que si vous mettez log, moins log, il devient pH. Comme pKa égale moins log Ka, comme pKb égale moins log Kb, eh bien pH égale moins log H. pH égale moins log H3+. Si vous faites moins log 7,9 puissance moins 3, vous allez trouver 2,1. Vous voyez donc comment on fait les calculs? Étape par étape, on peut aboutir jusqu'au pH. Enfin, la dernière application. Quelle est la molarité d'une solution de H2SO4 de pH égale à 0,5? La molarité. La molarité, c'est mol par litre. On va calculer. H2SO4 est un diacide fort. C'est un diacide, ce qui libère 2H. Nous savons que c'est un acide fort. Tout à l'heure, je vous l'ai donné parmi la liste, les 4 acides forts. Donc pH égale moins log de C. C'est ça la formule des acides forts. Vous vous rappelez? Donc, le calcul de la concentration, il se fait à partir de cette formule. Puisque pH égale moins log de C, donc C, vous mettez 10 puissance ici, égale 10 puissance moins pH. Vous enlevez le logarithme. Le pH, on le connaît, égale 0,5. Donc la concentration égale 0,316 N. Ça, il faut aussi maintenant le retenir maintenant. Regardez bien. Concentrez-vous bien. La concentration à partir des formules de pH, toujours le C, il est exprimé en normalité. Toujours. Ça il ne faut pas le rater. Toujours, c'est une normalité. D'accord? Donc les expressions du pH, la concentration, elle est toujours exprimée en normalité. Toujours. Puisque la normalité, elle est égale à la molarité fois P, tout à l'heure, je vous ai donné la formule, on peut passer de la molarité à la normalité. La molarité égale à la normalité. Donc regardez, P, c'est le nombre de protons. Il y a combien de protons ici? Combien de protons? Égale à 2. Et donc, la molarité égale 1 demi-normalité. La molarité égale 0,316 sur 2 égale 0,150. Oui, vous pouvez facilement trouver la molarité. Donc, mais attention, vous auriez pu faire une erreur. C'est-à-dire, vous auriez pu déduire directement C à partir de la formule. Vous dites que C est égal à 0,316 M. Non, c'est une erreur. Il faut retenir ça. Dans les expressions de pH, toujours la concentration est exprimée en normalité. Toujours. Ce n'est pas en molarité. Ce n'est pas seulement cette formule. Toutes les formules du pH. C'est la normalité. Après, c'est à vous de trouver la molarité, puisqu'il y a une relation entre normalité et molarité. Un autre exemple, quel est le pH d'une solution de CH3NH2 de pKb égale 3,34 et de concentration C égale 0,05? Bien, le fait que de donner de pKb, une constante, c'est une base faible. Ça, c'est une base, c'est connu, c'est une amine. Vous avez le pK et vous avez la concentration, donc vous avez la formule. Les amines sont des bases faibles. Tout à l'heure, je vous ai donné la formule. Vous appliquez telle quelle la formule des bases faibles. C'est celle-là. On calcule le pH à partir de la formule. Normalement, 1 demi 14 plus pKa, pK. Pourquoi 10 fois 66? Donc, je vous ai donné pKb. Mais puisque dans la formule, il y a pKa, il y a une façon de passer de pKa à pKb. C'est connu. On sait que pKa égale à 14 moins pKb, puisque pKa plus pKb égale 14. Donc, vous trouvez 10,66. Et on trouve le pH égale en 78. Voilà, donc je vous ai donné un exemple pour l'acide fort, un exemple pour une base faible, deux derniers exemples, un pour l'acide faible maintenant. Quel est le pH d'une solution de 200 ml de l'acide acétique de concentration 0,01 après addition de 800 ml d'eau? Qu'est-ce que ça veut dire 800 ml d'eau? Ça veut dire qu'on va diluer
De 200 à 800, on lui ajoute 800. 200, on lui ajoute 800, il devient 1000. C'est-à-dire qu'on passe de 200 à 1000, c'est-à-dire dilution de 5 fois. Donc le pH égale 1,5 pKa moins log de C. D'où j'ai ramené cette formule? Cette formule, je l'ai ramenée du tableau que je vous ai donné tout à l'heure, un tableau récapitulatif des formules, 4 formules. Une formule pour l'acide fort, acide faible, une formule pour la base forte, une formule pour la base faible. D'accord? Donc ça, c'est une formule pour l'acide faible. CH3COH, c'est un acide carboxylique, donc c'est un acide faible. Donc les acides carboxyliques sont des acides faibles. Calculons d'abord la nouvelle concentration après dilution. Ce qu'on a dilué. On ne peut pas utiliser la concentration 0,01. Elle devient combien après dilution? Alors, V initial égale 200, V final égale 200 plus 800 égale à 1000. La concentration initiale, elle est donnée, égale à 0,01. Alors, on applique l'équation de dilution. C initial fois V initial égale C final fois V final. On a tout. Donc, C final égale C initial fois V initial sur V final. Donc, 0,01 fois 200 sur 1000. Tout ça, il est là. Égale 0,002 mol par litre. Voilà la concentration finale. C'est celle-là qu'on va utiliser dans la formule pour calculer. Donc, on obtient 1,5 pKa moins log de C et on obtient pH égale 3,75. Enfin, la base forte. CaOH2 est une base forte, mais c'est une dibase forte de concentration 0,05. Calculons maintenant le pH. Puisque le pH égale 14 plus log de C. Pourquoi c'est une base forte? Parce que c'est une base de type OH, une base de type Arrhenius. Toutes les bases qui libèrent OH sont des bases fortes. Ça, vous l'avez mémorisé. Alors, calculons maintenant le pH à partir de là. Mais est-ce qu'on va prendre cette concentration? Ben non. Cette concentration, c'est une molarité. Tout à l'heure, je vous ai dit, dans toutes les formules du pH, la concentration doit être exprimée en normalité. Ce n'est pas en molarité. Donc, il faut transformer 0,005 m en normalité. Donc, il faut convertir la concentration en normalité. Puisque la normalité égale la molarité fois le nombre de protons ou bien le nombre de OH, il y a combien de OH? Égal à 2. Voilà, donc la normalité, puisqu'il y a 2 OH, elle est égale à la molarité 0,05 fois 2. Voilà, molarité fois 2 égale 0,01 N. C'est celle-là qu'on va utiliser dans la formule, ce n'est pas la molarité. La normalité qu'il faut toujours utiliser. Donc pH égale 14 plus log de C, 14 plus log 0,01. Donc pH, vous calculez ici, vous trouvez pH égale à 12. Donc attention, il ne faut pas calculer avec cette valeur. Si vous le faites avec celle-là, vous allez trouver une erreur. Voilà, donc la première partie, elle est terminée. On va donc retrouver la nouvelle partie aujourd'hui. Voilà, j'espère que vous avez donc, suivi avec moi.